Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le matos que j'ai embarqué avec moi sur ce voyage au Mali. Donc ce troisième voyage, donc je commence à avoir un petit peu d'expérience, même si voilà, c'est que 3 voyages, mais je commence à avoir un peu à chaque fois à quoi m'attendre. Qu'est-ce qu'il faut amener? Donc là je suis parti avec 2 sacs, ok. Donc ce sac là, qu'on appelle en jargon militaire une musette. Donc en gros c'est un sac que vous gardez avec vous toute la journée et que vous avez qui permet de mettre tout ce qu'il faut pour travailler tranquillement pendant à peu près 1, 2, 3 jours. Mettez des bouteilles d'eau, de la nourriture, les rations de combat. Moi j'ai mis tous les appareils photo, donc tout mon matos électronique tient là-dedans. Ok, donc on va le voir après dans un moment ce qu'il y a dedans. L'autre sac que j'ai pris, ce qu'on appelle un sac d'allègement, c'est cette grosse valise. On va pas trop bien voir, mais hop, qui fait dans les 30 kilos, je crois, un truc comme ça. Qui est génial parce que c'est une valise à roulettes. Ce qui la classe dans la catégorie les armes. À roulette! Oula! J'ai un peu trop gueulé, ça, non? À roulette. Classe dans la catégorie des armes mobiles. À roulette mobile? Bon, comme ça fait 30 kg, c'est bien d'avoir une valise à roulettes. Elle est super résistante. C'est l'ami Jean-Raph qui me l'a conseillé. C'est 511 qui fait ça. Et ça, c'est Camelback. Donc 511, je vous mettrai les références de toute façon dans la description. Et donc là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu de rentrer en France pour faire l'unboxing en quelque sorte, pour vous montrer concrètement ce qui a servi, ce qui n'a pas forcément servi. Parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas servi. Typiquement, ça... très inutile. La bâche, je m'en suis pas servi du tout. C'est quand même bien d'avoir une bâche avec vous, mais bon là ça n'a pas servi à grand chose puisqu'on m'avait prêté un Lipico et on m'avait prêté une moustiquaire. Donc puis les mecs avaient des bâches. De toute façon dans le désert il pleut pas trop. La bâche elle sert surtout pour le soleil parce que quand il fait 50 degrés c'est bien d'avoir une bâche pour se mettre à l'ombre. Mais bon voilà. Sinon la bonne vieille casquette ça fait le boulot. Petite info par rapport à ça, on en a parlé déjà dans le petit atelier qu'on a fait sur le retour, mais ce sac, donc sac d'allègement, il est resté, pendant que j'étais en mission, en opération sur le terrain, il est resté dans la base arrière à Gao, dans une chambre, donc je l'ai laissé sur place, avec dedans les trucs qui me servaient pas. Typiquement, pas mal de fringues. Donc là, ça c'est ma sacoche pour les fringues, donc qui est compressée, donc ça c'est pratique pour gagner de l'espace. Je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien, mais il y a une serviette microfibre, il y a voilà, des fringues techniques, des trucs qui supportent bien, qui sont bien pour la chaleur surtout, vêtements techniques, etc., qui sèchent vite. Ensuite, on a la trousse de toilette. Bon, ça, c'est assez basique. On a perdu un peu de tout, au milieu de tout ça, une petite pochette avec dedans un disque dur, avec le joli logo DR, petit placement produit. Ça, c'est mon 3e disque dur, le disque dur de sauvegarde, de backup, que je garde vraiment dans le sac d'allègement, donc pas au même endroit que les autres. Ok, on va voir les autres, mais celui-là, il est un peu planqué en quelque sorte dans une coque rigide pour supporter le trajet, notamment en avion. Et en gros, si jamais je suis séparé de mes bagages, au moins mes photos sont pas perdues, elles sont ici. Tac. Ensuite, on a pantalon de rab. Ça, c'est un drap. Donc ça s'appelle un sac à viande. C'est un drap thermique, donc c'est bien parce que ça permet de rajouter quelques degrés dans la nuit. Au final, je ne l'ai pas utilisé dans le désert, je suis resté juste sur un modèle de duvet qui descend à 15 degrés, donc un truc d'été, mais dans le désert ça suffit. En fait, la problématique dans le désert, c'est l'amplitude, c'est-à-dire que de température, la journée il fait plus de 50, la nuit il fait 20 degrés, peut-être un peu moins même. Donc perdre 30 degrés en quelques heures, ça fait bizarre au corps. Donc c'est bien d'avoir un duvet, vous dormez mieux. Et ça, c'est un petit backup au cas où. Vous pouvez même pousser le truc, je l'ai pas pris, mais vous pouvez mettre un sursac Gore-Tex aussi par-dessus le duvet, ce qui permet de, si jamais il y a du sable, une petite tempête de sable qui vient vous réveiller dans la nuit, ce qui est toujours très agréable, ça vous permet de ne pas bousiller votre sac de couchage. Hop. Ensuite on a, ça sert à rien. Ça c'est un petit sac compressible. Alors, je m'en suis pas servi, mais ça peut toujours servir. En gros, c'est un peu comme le Kawaii là, vous l'ouvrez. Et dedans, et après c'est un sac de 50 litres. Donc c'est assez pratique, c'est très fragile, mais c'est assez pratique pour stocker des affaires. Tac, on a le casque. Casque prêté par Teang MP-Sec, donc merci à eux parce que ça m'a beaucoup servi. Enfin, ça m'a beaucoup servi. Heureusement, ça m'a pas trop servi. Ça a servi un peu parce que
J'ai un peu abîmé la peinture, parce que dans le VAB, vous savez, vous êtes cogné à chaque fois. Imaginez-vous dans un blindé, c'est compliqué de s'imaginer dans un blindé, mais dans une voiture, vous cognez tout le temps partout. Donc comme en plus il y a des trucs métalliques, genre un lance-roquette, un truc comme ça, bah, c'est bien d'avoir ça, parce que ça évite de se faire mal à la tête, quoi. Et si jamais bah, y a une explosion quoi, ça peut servir. De toute façon c'est obligatoire, quand vous êtes en zone comme ça, vous êtes obligé d'avoir un casque. Oh yeah. Thanks. I'm alright. I'm alright. Am I alright? Puisqu'on parle de casque, on va parler de protection balistique. Donc ça, c'est le gilet pare-balles que j'ai amené avec moi. C'est un gilet 511, très pratique parce que très léger. Très léger, bon c'est un peu lourd, hein, ça pèse son poids, mais beaucoup plus léger que ce qu'ils ont eux sur place pour bosser. Puisqu'en gros dedans il y a des plaques balistiques. Je ne vais pas l'ouvrir, c'est galère, mais dedans il y a des plaques balistiques. Ça arrête les balles, c'est le principe du pare-balles. Et dedans il y a un anti-trauma ajouté. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça ne vous intéressera pas forcément, mais sachez que avoir un gilet, c'est bien. S'il n'y a pas de plaques, ça ne sert à rien. Donc il faut ajouter des plaques dedans, des plaques en céramique qui arrêtent les balles. Et il y a certaines catégories. Ça va de 1 à 4. Et pour arrêter des balles de Kalachnikov, par exemple, ou de fusil, etc., il faut avoir des plaques catégorie 4. Mais les plaques ne suffisent pas. Il vous faut aussi ce qu'on appelle un anti-trauma. Donc c'est une autre sorte de plaque qui se met derrière la première plaque, qui va arrêter le choc cinétique de la balle, en fait. Parce que quand vous êtes impacté par une balle, même si la plaque arrête la balle, il y a un choc qui se passe, parce qu'elle arrive à la vitesse, une vitesse très grande. J'ai oublié la vitesse, je l'ai su au moment. Et derrière, l'onde de choc peut vous broyer les organes, en fait. C'est pour ça que la plaque, elle couvre pas l'intégralité du corps. Vous voyez ici, elle couvre en fait au final que la zone avec les organes vitaux. Donc le cœur, le poumon, etc. Et du coup, il faut un anti-trauma pour éviter d'avoir cette onde de choc qui vous détruit de l'intérieur. Bref, tout ça pour dire que c'est bien d'avoir un gilet pare-balles. Ça peut aider. Après, c'est chiant, mais bon. Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce gilet pare-balles, j'ai adapté deux choses. Vous voyez, sur le gilet, vous avez ce qu'on appelle des passants mollis. Et ce qui permet de mettre des sacoches. Donc là, par exemple, sur celle-ci, j'ai mis une première sacoche ici, là. Je crois que c'est 511 qui fait ça aussi. Ouais, c'est 511. Je vous mettrai les références si vous voulez. C'est une petite sacoche qui permet du coup de mettre des batteries. Je mettais la GoPro. Et donc ça, c'était scotché ici. Donc du coup, c'est très pratique pour attraper les affaires dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de sac à dos en fait. Vous avez l'appareil photo en bandoulière et vous avez toutes les batteries, les cartes mémoire, les machins à l'intérieur. Le truc que j'accrochais, c'était ça, la trousse de secours. Donc petite trousse de secours dans laquelle, alors c'est improvisé, c'est une sacoche de disque dur à la base. 511 qui m'a offert ça à Los Angeles. En gros, dedans vous avez un pansement compressif, pansement israélien. Ça permet de couvrir les plaies, arrêter les hémorragies. Une paire de gants, c'est intéressant parce que, enfin c'est important si jamais vous devez intervenir sur quelqu'un d'autre, genre quelqu'un qui se vide de son sang devant vous. Vous n'allez pas commencer à manipuler le mec sans mettre des gants parce que voilà, ça semble logique. Des ciseaux pour découper éventuellement un pantalon, ça peut découper des chaussures, un ciseau comme ça. Donc c'est dingue. Et dedans un petit kit de ce qu'on appelle la bobologie. Il y a des petits pansements, du sérum physio, des bandages, des compresses, voilà, trucs comme ça. Ça fait quasiment tout le taf pour arrêter une hémorragie, blessure par balle, etc. À ça, il manque quelque chose que j'ai plus avec moi parce que je l'ai laissé sur place. Je l'ai offert à un pote sur place. C'est le garrot. Donc un garrot, donc je vous mets la référence dans le truc. Alors moi, j'ai un garrot à cliquer, ce qui est très bien parce que ça permet de le placer très facilement. C'est pas un garrot à tourniquet où vous risquez de mal faire les choses. C'est un garrot à cliquer, qui se clique. Donc vous placez le garrot là où il y a, en général on le fait à 4 doigts, 3-4 cm de la plaie. Donc par exemple si vous avez une blessure par balle ici, il faut mettre le garrot là. Alors, ça, je ne vais pas rentrer en détail, je ne fais pas un cours de secourisme. Je vous mets des infos en description sur ça. Je vous conseille de vous former en secourisme, notamment avec lui, secourisme en milieu hostile, qui a fait une formation en ligne, avec qui on est partenaire sur le magazine DZ. Donc allez faire un tour, c'est bien, ça coûte pas très cher par rapport à ce que ça peut vous rapporter. Bonjour, je m'appelle Claude, donc je suis un ancien infirmier major de la Légion étrangère. Lors de ma carrière qui a duré 20 ans,
J'ai participé à de nombreuses opérations et j'ai eu la chance d'être formé par du personnel très compétent. Via Secourisme en milieu hostile, que j'ai créé en 2008, je m'efforce de redonner ce que j'ai appris pour que les gens des administrations, tous les porteurs d'armes puissent avoir les compétences pour se sauver soi-même, sauver quelqu'un d'autre et surtout pas faire les mêmes erreurs que j'ai commises lors d'opérations ou de prise en charge de victimes. J'ai fait différentes opérations donc en Afghanistan, comme pratiquement tout le monde. J'ai participé à de nombreuses opérations en Afrique, Centrafrique, Tchad. J'ai fait des opérations en Europe de l'Est, donc Kosovo, Bosnie. J'ai aussi eu la chance d'aller en Guyane. J'ai fait à peu près les mêmes opérations que les gens de ma génération. La formation en milieu hostile, à la base, ça a été créé quand j'étais encore militaire et que j'ai formé avec une convention militaro-civile les gens qui sont partis sur les bateaux pour l'antipiraterie, car j'étais formateur FPOS. Il y avait très peu de gens en France qui avaient cette qualif et donc j'ai formé à peu près 500 personnes pour l'antipiraterie. C'est le début de l'aventure de SMH et qui a continué une fois que j'ai quitté l'armée et qui s'est un peu plus professionnalisé, on va dire. Le secourisme en milieu hostile, en fait, n'est pas le sauvetage au combat. Première chose. Sauvetage au combat, c'est un protocole qui est fait pour les militaires en opération et qui est absolument adapté à cette fonction, cette mission. Le secourisme en milieu hostile s'adresse plutôt à des gens qui n'ont pas accès à ces formations. Par exemple, des gens de ministères qui n'ont pas de stage en milieu hostile. Moi, j'ai formé par exemple des gens du ministère des Affaires étrangères qui allaient sur des théâtres qui n'étaient pas forcément des théâtres de guerre, même si on a eu des gens qui sont partis après en Syrie, des architectes par exemple, qui sont allés voir l'état des monuments historiques à Pamir. Elle s'adresse aussi à des polices municipales ou peut-être d'autres personnes qui utilisent des armes dans leur travail, comme les agents de sécurité armés. Je l'ai organisé de manière à ce que les gens aient une sorte de protocole allégé par rapport à ce qui se fait à l'armée, mais qui permettent néanmoins d'être des bons primo-intervenants, de pouvoir stabiliser une victime qui est blessée par arme à feu, par balle ou n'importe quel accident de la vie, ça peut être une fracture ouverte, là, des choses comme ça, en attendant les secours. Cela nécessite d'avoir du matériel et surtout de savoir s'en servir, car ça ne sert à rien d'avoir du matériel qu'on aurait en dotation par exemple, si on s'en est jamais servi, car il faut se rappeler qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc cette formation n'est pas pour n'importe qui, il faut avoir des prérequis, notamment des notions de secourisme. Par contre, elle est utile pour des gens qui ont du matériel administratif en dotation ou des gens qui se sont achetés du matériel à titre personnel et qui donc pendant cette formation vont pouvoir voir comment s'en servir et éventuellement faire un choix aussi sur le matériel dont ils auraient besoin. Le fait de se former permet à des gens qui ont du matériel soit en dotation via leur administration ou des gens qui se sont achetés un certain nombre d'items médicaux, de savoir s'en servir, de suivre un protocole logique et de pouvoir être de bons primo-intervenants pour eux-mêmes, leur famille, voire tierces personnes. Ça leur permettra aussi de pouvoir voir ce qui se fait sur le marché, parce que bon, les garrots peut-être qu'ils connaissent, mais à côté de ça, il y a d'autres matériels dont ils ignorent complètement l'existence. Pour tous ceux qui portent une arme, vous n'êtes pas à l'abri déjà de vous blesser vous-même, de blesser une tierce personne ou que quelqu'un de votre entourage vous blesse. Donc cette formation est vraiment faite dans ce cas-là et donc elle vous permettra de gérer ce type d'intervention qu'on ne voit pas forcément dans le secourisme standard. Elle vous permettra aussi, si vous êtes témoin d'une agression, de pouvoir réagir efficacement et rapidement en attendant les secours. Donc voilà, hop, les petits souvenirs pour la famille, des poches plastiques ça peut toujours servir. Ça c'est un truc que j'ai acheté sur place parce que j'ai perdu le mien. En fait je l'ai prêté à quelqu'un et on me l'a pas rendu. C'est ce qu'on appelle un tatou, donc c'est un couteau avec dedans des couverts. Donc vous avez une fourchette, cuillère, tire-bouchon, ultra important le tire-bouchon, surtout dans le désert. Et le petit couteau qui va bien pour tuer des gens et découper le saucisson. Non, je rigole. Voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir parce que, surtout en plus, c'est con, mais par exemple avec les conditions sanitaires, dans tout ce qui est self, cantine, etc., dans les compagnies, enfin dans les bases, il y a plus de trucs il y a que des trucs en plastique. Donc du coup, déjà il vous le faut. Et après, ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez un passant molly, donc vous pouvez le mettre aussi sur le gilet.
Bon, je ne l'ai pas fait parce que pas forcément besoin, mais ça peut servir. Ensuite, truc super important, le chèche. Donc le chèche, ça va vous permettre de plein de trucs. En fait, le chèche, vous pouvez faire plein de trucs. Déjà, ça vous sert pour vous couvrir le visage quand il y a du sable, surtout quand vous êtes sur un blindé qui est en train de se manger toutes les rafales de vent et de sable dans la figure, donc ça c'est bien. Ça vous permet de faire une petite couverture si jamais vous avez un peu froid la nuit, si le duvet ça suffit pas. Ça peut servir d'oreiller, ça peut servir de chiffon un peu pour déjà pour la transpiration, c'est pas mal. Parce que quand il fait très chaud, d'ailleurs il faut que je le mette à laver. Et aussi pour nettoyer les objectifs d'appareil photo, même s'il ne faut pas mettre directement sur la lentille, ça permet de dégrossir un peu. Même si vous vous rappelez le conseil de Jean-Raph dans la vidéo principale, d'avoir un pinceau, ça j'ai oublié, un pinceau pour peindre, un truc avec des poils machin, pour enlever le sable. C'est con mais ça c'est vraiment très utile. Donc chèche avec la casquette, super important. J'ai quoi d'autre? Ça c'est les chaussures que j'ai emportées. Donc je suis parti avec des chaussures de ville, des Converse classiques. Et j'ai pris bien sûr des chaussures de montagne. Donc c'est des Lowa, c'est une très bonne marque. Je crois que c'est les GT... Merde, j'ai oublié la référence, mais je vous le mettrai dans la description. Lowa, très bonne marque de chaussures, ça équipe l'armée. Et j'ai une petite sacoche comme ça qui me sert pour mettre les chaussures pour pas qu'elles salissent tout le reste du sac. Et dans laquelle on peut mettre aussi des fringues, etc. Donc ça c'est très pratique. Le sac étanche dont je vous parlais qui s'est fait éventrer là, malheureusement parce qu'il y avait des épines, je mens pas, des épines de 5 cm dans les forêts. Donc bon, il a été un peu éventré, donc il n'est plus très étanche. Et ce qui est génial, c'est que le sac étanche, c'est juste magique. Déjà, ça vous permet de... C'est la marque Snugpak qui fait ça. Donc je vous encourage à aller vous en acheter un ou deux. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est super pratique parce que déjà, vous pouvez protéger tout votre matos. Donc là, vous pouvez le jeter dans l'eau, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai voyagé en Guyane avec. J'en avais acheté 2 grands comme ça et un pour l'appareil photo. Donc vous pouvez mettre tout, c'est protégé. Vous pouvez l'utiliser comme sac de transport, en quelque sorte. Moi, je mettais le duvet, la bouffe, comme ça. Hop, je le roulais et je le mettais à l'arrière du VAB, du blindé. Alors malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il s'est fait éventrer, mais bon. Putain, à 2 endroits en plus. Putain, chier. Bon, faut que je le jette. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a de l'air dedans, vous pouvez vous en servir d'oreiller, comme oreiller, quand il n'est pas percé. Donc pour bien dormir, c'est pas mal. Donc le sac étanche, super important, ça prend pas de place. Le petit short quand on est sur la base pour scène de vie quoi. Ça c'est un maillot de bain qui m'a pas trop servi. Une veste anti-pluie, une sorte de kawé, mais vraiment très technique et très poussée, très légère, qui tient là-dedans, qui est compressible et qui coupe le vent, etc. Donc ça je l'ai pris mais je m'en suis pas servi. Un petit trépied pour faire des photos pose longue. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tac. Alors ça, c'est un truc que j'ai ramené, que j'ai pris là-bas. C'est un kit d'hygiène élémentaire. Alimentaire, ils mettent. Ok. Donc dedans, vous avez 21 sachets de lingettes humidifiées. Donc c'est des petites lingettes qui sont comme ça. C'est comme des lingettes bébé. D'ailleurs, moi j'avais pris des lingettes bébé. C'est bien pour tout nettoyer, enfin pour vous nettoyer vous, rester propre quand vous ne pouvez pas vous doucher. Des petites lingettes, et elles sont vraiment super cool parce que elles sont super... c'est anti-bactéries, anti-Covid, tout ce que vous voulez. Et ça nettoie très bien. Et vous avez également, un truc qui est génial, je ne connaissais pas, c'est des gants de toilette. Des gants de toilette sans rinçage. Donc en fait, c'est comme une sorte de lingette, mais qui prend la forme d'un gant. Et vous nettoyez avec... Et avec 1 ou 2, ça vous suffit pour vous nettoyer entièrement. Et ça enlève tout ce qui est bactéries, transpiration, tout ça. Donc c'est vraiment cool. Dedans, vous avez une petite brosse à dents, qui en plus est rétractable. Du savon. Le savon, ça sert aussi bien pour se laver, mais aussi pour faire la lessive. Donc là, vous chopez un bac. Alors vous pouvez pousser le truc en achetant un bac rétractible. Vous savez, une sorte de bassine que vous pouvez écraser pour que ça soit tout petit. Et après, dedans, vous mettez vos fringues, de la flotte et du savon. Et vous pouvez nettoyer vos fringues. Et du dentifrice. Voilà. Ça, c'est super. Donc ça, ça c'est pour les mecs sur le terrain. Ils se faisaient larguer ça par avion toutes les semaines. Ça dure 1 semaine. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Je ne connaissais pas.
Et j'ai récupéré ça aussi. Alors ça, c'est une ration de combat qui est un peu spéciale. C'est une ration de terrain. Donc c'est pas la boîte que vous connaissez peut-être, qui fait 24 heures. Là, c'est une ration avec beaucoup de choses lyophilisées ou en une sorte de biscuit. Vous avez un tacos en forme de biscuit. Enfin, je vais pas l'ouvrir, mais c'est un peu... voilà, c'est sympa. Moi, ça m'a fait un petit souvenir. Et c'est tout. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai fini avec ce sac. Après, j'ai des petites poches sur le côté pour mettre crème solaire, anti-moustique, ce genre de truc qui peut servir. On va passer à l'autre sac avec le matos photo. Ok, alors là, on a le sac photo. Alors, ce que je vous disais, ce qui est pas mal avec ce sac, c'est que c'est un sac militaire. Donc déjà, il est un petit peu lourd quand il est vide. Donc là, il est assez lourd quand il est plein. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est super robuste. Il est super résistant. Vous pouvez le traîner par terre. Il va pas s'éventrer. C'est un truc... voilà. Moi, ça fait maintenant quelques années que j'ai arrêté de travailler avec des sacs photos. Parce que les sacs photos, j'en avais marre de péter les fermetures éclairs. J'en avais marre de les trouer, etc. En montagne, etc. Donc ça, au moins, c'est résistant. Alors maintenant, en plus, les boîtiers, les hybrides et tout sont de plus en plus résistants au choc, à la poussière, etc. Ils sont tropicalisés. Donc vous n'avez pas besoin de les mettre dans les petits compartiments avec le petit velours et tout. Voilà. Et même ça, j'ai trouvé une astuce, vous allez voir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'ouvrir donc de part en part. Tac, en l'ouvrant deux. Alors, ça c'est rigolo. Pour la petite anecdote, quand j'ai passé le check de sécurité en rentrant au Niger, ils ont cru que c'était un bâton, ils croyaient que c'était une arme en fait. Alors qu'en fait, c'est une perche à selfie qui fait 1,50 m. Un bâton télescopique qui permet de mettre une GoPro. Et là, j'ai testé avec la 360. Donc j'avais la 360 à 1,50 m. On a l'impression d'être sur un drone en fait. Donc c'est assez marrant. Donc ils ont cru que c'était une arme, ils voulaient pas que je le prenne au début. Après, bon, en négociant, en rigolant un peu avec eux, c'est passé. Alors, dans le sac, je suis parti avec pas mal de choses que j'ai pas utilisées. Des barres énergie, qui a un peu souffert dans le voyage. La chaleur, elle a pas aimé. Mais ça, c'est l'équivalent d'un petit repas en fait. Donc du coup, c'est toujours bien d'en avoir sur soi. Ça coûte à chaque fois 1 ou 2 euros la barre. Ensuite, j'ai pris le drone qui tient dans cette petite sacoche. Sacoche photo. Dedans, vous avez donc la télécommande qui pèse un mort comparé au drone qui lui est tout petit. Donc le drone Parrot. Donc j'ai fait un peu souffrir les hélices quand il s'est un peu craché. Mais il marche toujours. Et après, les batteries qui servent aussi de recharge auxiliaire, qui se chargent en USB et qui peuvent servir de batterie auxiliaire. Donc ça, c'est cool. Donc tout ça rentre dans cette petite sacoche qui peut se clipser. Donc je mets un petit mousqueton, mais ça peut se glisser à la ceinture ou sur le sac pour gagner de la place. Le casque anti-bruit, ça c'est bien. Dans l'hélicoptère, c'est cool. Une petite sacoche, c'est 5/11, je crois qu'il fait ça toujours. Ouais, comme je suis toujours équipé en 5/11. Dedans, vous avez hop, le passeport, les papiers, de quoi noter, un stylo, etc. Dedans, vous avez l'appareil photo X-T3, tac, avec un petit 30 mm dessus, un 20 mm, petite batterie pour recharger tout ça. Tac à tac, ça c'est des souvenirs. Les cartes mémoire, un peu d'argent, des francs CFA, etc. Hop. Une autre batterie externe que j'ai acheté juste avant de partir, qui est super grosse, pour le coup. Qui est assez fat, mais qui est super fine, donc qui tient dans le sac assez facilement. Avec 3 embouts. Et ça recharge votre téléphone à vitesse grand V. Là-dessus, je rechargeais toutes les batteries drone, par exemple. J'ai pu en recharger 3 ou 4 d'un coup, juste avec une charge. Donc c'est quand même pas mal. Pour la place que ça prend. Ça, alors je vous parlais des petites sacoches velours, tout ça. Si vraiment vous voulez être psycho sur votre matos, achetez ça, ça coûte 10 ou 20 balles sur Amazon. C'est une petite sacoche dans laquelle il y a un peu de velours, tout ça. Et vous avez les optiques. Donc par exemple, je suis parti avec ça c'est mon optique principale, qui est un peu pris cher. C'est un 16-55 2.8, donc un équivalent 24-70 pour les full frame. Je suis parti avec un deuxième boîtier, un X-T2 Fuji qui m'a pas servi, heureusement, parce que s'il avait servi, c'est que j'avais pété le premier.
Et hop, je suis parti avec un 70-200, un équivalent 70-200 parce que c'est le 50-140, bah, qui m'a pas trop servi non plus parce que avec le 24-70 j'étais déjà super, j'étais assez équipé quoi. Donc du coup j'ai pas trop, je me suis pas trop servi de tout ça. Ensuite on a quoi? On a les fameuses lingettes bébé qui servent à nettoyer le corps et aussi le matos. C'est con, mais l'ordi, etc. D'ailleurs, en parlant d'ordinateur, hop, l'ordinateur, on peut le mettre dans ce sac, dans la poche à eau. En fait, c'est un camelback. Donc, camelback, ils ont des gourdes, etc. Bah, moi, j'ai pas mis de poche à eau, j'ai mis l'ordi. Donc, l'ordi, il est là. C'est un MacBook 13 pouces, classique. Enfin, non, c'est un DZ. C'est la marque DZ, c'est spécial. Voilà. Dans sa petite poche de rangement. Il a survécu une fois de plus au désert, donc c'est cool. Et voilà, après dans la poche, je mets protection de sac, un déo je crois, des patchs. Si ça c'était sympa. La frontale qui éclaire en rouge, hein, on en a parlé, c'est important. C'est important parce que la lumière blanche est interdite. Petite astuce, quand vous transportez votre lampe torche, faites gaffe quand vous partez en avion ou en trajet en bagnole d'enlever les piles de la lampe pour éviter qu'elle s'allume et qu'elle vous prenne toutes les piles quoi. Ça, à votre avis c'est quoi? Vous pouvez pas répondre. C'est hop, une petite tasse. Donc quand on vous offre le café sur le terrain, bah, plutôt que de dire bah j'ai pas de tasse, et du coup vous vous retrouvez à découper une bouteille pour avoir une tasse, bah, au moins là vous avez une tasse, ça prend que dalle comme place. Donc toujours sur soi, c'est pratique. Et le dernier petit truc, c'est ça. C'est une sacoche dans laquelle il y a un gros bazar. J'essaie de ne pas faire tout tomber. Mais il y a, je ne vais pas passer en détail, mais une deuxième lampe frontale, au cas où. La première, plutôt que de partir avec des piles en plus, je préfère partir avec une deuxième frontale. Ça paraît un peu bête, mais bon. La caméra 360, j'en parlerai plus tard, dans une prochaine vidéo. La GoPro, je crois que c'est la 6 de mémoire, avec le petit système pour le mettre sur l'appareil photo, sur la griffe du flash. Des batteries, des câbles, si ça c'est important, les bouchons anti-bruit. Les bouchons anti-bruit que vous mettez, pas forcément pour dormir, mais surtout quand ça tire ou quand il y a de l'explosion, des trucs comme ça. Et dans les trajets aussi. Les trajets en blindé, ça fait beaucoup de bruit. C'est vite pesant, donc c'est bien d'avoir soit le casque avec la musique, etc., ou juste l'anti-bruit, mais quand il n'y a plus de batterie, vous avez toujours les bouchons de l'armée. Ensuite, de quoi recharger, des batteries, un adaptateur universel qui m'a pas servi parce que le Niger, les prises sont françaises, surtout dans les bases françaises. Ah, ça sert aussi, je l'ai acheté sur place, un petit labello pour les lèvres, parce que comme il fait 50 degrés, vous êtes en plein soleil, c'est vite pénible. Des chewing-gums, des petites barres, voilà. Un peu de tout, les disques durs, bien sûr. Disques durs SSD 1 Tera ou 2 Tera. Voilà, tout est là-dedans. Et tout est centralisé dans un seul sac. Ce qui permet, quand vous passez les checks à l'aéroport, de ne pas avoir à tout sortir. C'est pratique. Vous ouvrez le sac et hop, vous sortez vos 3-4 éléments. Et ça vous permet d'aller plus vite, quoi. Je crois que j'ai fait le tour. Dedans il y a une poche avant dans laquelle j'ai de quoi écrire, les disques durs principaux, des compléments de ma trousse de secours qui rentraient pas, donc là c'est des compresses. Quand vous avez une plaie par balle, vous mettez des compresses dedans. Bon, je m'en suis pas servi heureusement. Pansement hémostatique, vous avez une plaie, voilà, il y a une plaie où il faut mettre un pansement étanche. Ah non, ça c'est le pansement de 3 côtés. C'est les plaies soufflantes, bon bref, ça c'est du détail. Il me reste un bout de ration. Si quelqu'un veut, boulot de kebab, c'est pas mauvais, c'est un peu épicé. Voilà, ça ressemble, donc c'est à ça que ça ressemble, ça c'est le repas principal d'une ration de combat. Il y en a 2 par boîte. Donc là-dedans, vous avez quand même 643 calories. C'est quand même pas mal. En tout, c'est 3000 calories dans la boîte, donc entre les trucs Isostar, les machins. Et donc ça, en général, il faut le faire chauffer. On a de quoi faire un allume-feu, etc. Sauf que là, il fait 50 degrés, vous le placez donc sur le capot d'un véhicule ou juste en plein soleil pendant une demi-heure et c'est chaud. Après, on remue
On ouvre et on déguste ce super repas. Non, en vrai, ça va, c'est bon. Il y a des trucs qui sont un peu dégueulasses, mais les trucs sont bons. Et parfois, à l'intérieur, vous avez des trucs comme ça aussi. Crème Mont Blanc. Ça, c'est dans la trousse, dans la ration de combat. Avec des trucs comme ça aussi, donc des boissons isotoniques. Ça, c'est bien parce que comme l'eau, elle est chaude, boire de l'eau chaude, c'est pénible en fait toute la journée. Donc vous pouvez mettre ça ou du thé, des trucs comme ça. Vous avez des soupes aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai gardé tout ça. Je pense que j'ai pas trié encore tout ce joyeux bazar. Tac, et là j'ai quoi? Les lunettes de soleil, une petite peau de chamois, l'anti-moustique, important parce qu'il faut vous rappeler quand même que si vous allez au Sahel, l'ennemi principal c'est les moustiques. Un petit moustique ça vous refile le palu. Déjà vous pouvez mourir parce que si vous faites une mauvaise réaction au palu, bah, ça fait rupture d'anévrisme, tout ça, enfin bref, un truc sympa. Et au pire ça vous rend malade à vie, donc le palu c'est pas cool. Voilà pour cette petite vidéo, pour le débriefing et ce que j'ai pris dans le sac. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à bientôt.